Bonjour et bienvenue à l'Institut français de civilisation musulmane dans le 8e arrondissement. Posé juste à côté de la grande mosquée de Lyon, cet édifice a pour ambition de faire mieux connaître cette civilisation riche de 14 siècles, à travers par exemple des événements scientifiques ou culturels. Une sorte d'institut du monde arabe à la lyonnaise qui sera inauguré en septembre et ouvert évidemment à tous, car l'objectif est aussi de casser certains clichés sur l'islam. On y va ? Dominique, vous avez réalisé ce projet d'IFCM. J'ai lu que vous aviez dessiné ce projet durant les attentats de novembre 2015 à Paris. En quoi ces événements dramatiques ont influencé votre travail? J'ai rencontré Kamel Kaptan lors de l'inauguration des archives départementales du Rhône, un autre bâtiment culturel. Et on a commencé à travailler à ce moment-là, effectivement, à l'automne 2014. On a produit des esquisses. Il y a eu ces premiers attentats. Et avec Kamel, on a vraiment eu le sentiment qu'il fallait conforter ce travail pour que ça devienne un bâtiment ouvert, ouais. Serein, convivial, accueillant. Alors l'entrée de cet IFCM est rue Paradin. C'est pas la même entrée que celle de la Grande Mosquée. Évidemment, c'est voulu. C'était la commande, effectivement. La Grande Mosquée avait été réalisée 20 ans auparavant. C'est un bâtiment cultuel. Et la commande ici, c'était de faire un bâtiment culturel ouvert à tous les publics. La mosquée est pour les croyants. Ce bâtiment ici est pour tous ceux qui veulent venir voir, comprendre, écouter, connaître la civilisation musulmane. Pour ce bâtiment, vous avez voulu une écriture contemporaine, mais également avec des matériaux classiques de l'architecture arabo-musulmane. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques clés, quelques explications là-dessus? C'est un bâtiment qui repose sur deux thèmes traditionnels de l'architecture musulmane, la géométrie et l'abstraction. La géométrie, on la retrouve ici dans le dessin des façades, dans la rigueur qu'on a donnée, dans la trame qu'on retrouve, ces grands portiques de pierre et de béton qui donnent au bâtiment une certaine solennité, une certaine massivité et en même temps qui permettent avec des façades en retrait d'avoir une profondeur, de jouer avec la lumière. Et l'abstraction, c'est ce qu'on retrouve plutôt dans les motifs géométriques, ouais. Là aussi inspiré de l'art traditionnel,
et qui sont déclinés dans différents moucharabiés. Cette abstraction, elle est inspirée de la tradition, de la culture. C'est un travail qu'on a développé d'ailleurs avec un artiste algérien Ouais. qui a fait les dessins de ces différents motifs. Il y a un mélange de bois, de pierre, de métal. Le bâtiment joue sur trois matériaux, la pierre, donc avec son caractère massif, minéral, ancré dans le sol, le bois qui joue en contraste avec la pierre, qui apporte sa douceur, sa chaleur, qu'on peut travailler d'une façon un peu différente, et puis le métal qu'on retrouve avec l'acier ou qu'on retrouve avec le cuivre, qui lui aussi permet de faire référence à l'artisanat, à la géométrie, Le micro, le micro, le micro, le micro, le micro. Le micro, le micro, le micro. Le micro. Bonjour. Bonjour et bienvenue à l'inauguration de l'Institut français de civilisation musulmane. Merci, monsieur. Vous avez problème du direct. Nous vous invitons à regarder un film retraçant la création et les objectifs de
IFCN. À tout à l'heure. Si vous pouviez lancer le film, merci. Vous avez déjà visité une mosquée ou jamais? Jamais. Jamais, la première fois. Ça vous a plu? Oui. Qu'est-ce qui vous a plu le plus? La salle de prière. Salle de prière. La décoration. Donc la mosquée de Lyon participe au dialogue interreligieux au niveau de la ville aussi. Des fois on invite un prêtre, un rabbin avec notre imam pour discuter sur des sujets qui nous concernent en tant que religion monothéiste. Donc il y a un dialogue interreligieux qui se fait au niveau de la ville et la mosquée de Lyon y participe. Pour vous dire aussi que le projet n'est pas achevé. Donc dans le projet initial de la mosquée, il y avait un pôle cultuel et un pôle culturel. Donc on a, faute de fonds, on a commencé avec le pôle culturel, on a construit la mosquée et il reste le pôle culturel qui est toujours en projet. Donc normalement ici, au niveau de cet espace-là, il y aura on va construire un centre culturel. Donc là, on va avoir par exemple un musée d'art islamique, une bibliothèque dédiée aux ouvrages qui parlent de l'islam, des salles de conférences, donc tout ce qui est aspect culturel et civilisationnel. On veut montrer, faire découvrir la civilisation arabo-musulmane dans ce centre culturel. C'est notre race, c'est notre civilisation, c'est l'Europe. Les musulmans ont une religion qui a été faite pour le monde arabe et pour certains pays de la conquête. Parce que l'islam, pour nous, est une religion qui a une valeur extrême, le grand islam, mais qui n'est valable que très momentanément, et je ne pense pas qu'il puisse y avoir une intégration possible, non par refus. Or, le destin religieux de l'islam, c'est le destin, et là quoi que vous en disiez, c'est un destin de combat, conquête, combat qui, à la base, c'est le combat des armées, et qui ensuite devrait devenir combat spirituel. Mais... C'est vrai, j'avais 45 ans, je crois. J'en ai 76 aujourd'hui, c'est vrai que je suis dans le même état d'esprit. Je veux dire, aujourd'hui, je suis citoyen de ce pays et je veux qu'on me reconnaisse mes droits. Je pense que par rapport à ce qui était dit par cette personne, c'est moi qui ai raison aujourd'hui. Et j'exerce aussi la possibilité de pouvoir m'exprimer, montrer que l'islam n'est pas une religion de la violence comme certains voudraient l'interpréter, mais c'est une religion de la paix, de la solidarité et aussi de l'écoute vers les autres. C'est pourquoi je me suis battu toutes ces années-là. Et donc ce projet, il a fallu le porter, le présenter au pouvoir public. Comment allait-il être financé? Avec des financements nationaux, internationaux? Est-ce que les pouvoirs publics pouvaient être intéressés? Il s'agissait d'un institut culturel, donc en principe, le projet pouvait recevoir des financements publics. Et on a fait avancer le projet lentement, parce que tout ce qui a trait à l'islam en France est particulièrement sensible. Et on a toujours le sentiment que c'est jamais le moment, c'est trop tôt, c'est trop tard. Mais grâce à la ténacité
Kamel Keptan et de l'équipe en général, eh bien, on a réussi à obtenir une adhésion de la part de l'ensemble des acteurs lyonnais, des acteurs politiques, des acteurs religieux aussi, de la société civile dans son ensemble. Ça fait plus de 40 ans de travail. C'est vrai que c'était un chemin très long, un chemin important dans la vie d'un homme qui est conscient des responsabilités qu'il a assumées vis-à-vis de la communauté musulmane, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de tous ceux qui aujourd'hui regardent avec beaucoup de plaisir la construction de cet institut. Et on a pu mener à bien la construction du bâtiment. Donc c'est une page qui arrive à être complètement écrite maintenant. Et la page suivante, ça va être de faire fonctionner cet institut en prolongeant l'ambition architecturale par une ambition éducative et culturelle. Alors au début des études, on a effectivement cherché des exemples équivalents. En Europe, on n'en connaissait pas. L'Institut du monde arabe fait référence, mais c'est un bâtiment avec une orientation très artistique, on va dire. Le point de départ du projet, c'est l'atrium, qui est juste derrière nous, l'atrium traversé par différentes passerelles. Cet atrium, il fait sens parce qu'il relie le bas et le haut du terrain. Il relie l'entrée publique de l'Institut, qui est sur la rue Paradin, avec un parvis qui permet de rejoindre la mosquée. Et ça, c'était important parce qu'un objectif, c'était que les deux bâtiments soient bien indépendants, physiquement, symboliquement, dans leur fonctionnement quotidien. Donc, il y avait cette entrée, cet accès à l'atrium, très large, très ouvert, qui est un lieu de rencontre, un lieu de desserte, et qui distribue ensuite les différentes fonctions du programme. Je pense que c'est un projet qui peut faire référence parce qu'il répond à un besoin, on l'a vu. Quand on a commencé à travailler ensemble, fin 2014 et 2015, il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, un peu plus tard le Bataclan, et ça nous a renforcés dans notre conviction commune qu'il y avait un vrai besoin d'expliquer, de comprendre ce qu'était réellement l'islam, bien loin des terroristes et des islamistes. Pour nous, c'est très important de dire que, au fond, l'islam et sa culture sont là depuis très longtemps. Que ce n'est pas un objet externe ou extérieur à la culture française, il fait partie de la culture française. Les musulmans avaient représenté une grande religion, non seulement avaient représenté une grande religion qui est demeurée, mais que dans le même temps, il y avait eu un apport de leur part dans les différents domaines, qu'il s'agisse de la philosophie, de la science, de la médecine, etc. Et qu'ils avaient vraiment été, alors que nous-mêmes, nous étions dans l'obscurité, c'était le Moyen-Âge, et eux-mêmes, à cette époque-là, étaient très en avance par rapport à nous. Pasqua était un grand ministre de l'Intérieur avec son franc-parler, sa façon de s'exprimer. Il était ce qu'il était, il avait ses principes. Et Pasqua, lorsqu'il s'est exprimé ici à la mosquée, c'est ici à la mosquée de Lyon qu'il a parlé pour la première fois de l'islam de France. C'est ici à la mosquée de Lyon qu'il a exprimé le souhait de voir l'islam trouver toute sa place dans ce pays. Je pense qu'on est dans la continuité de ce discours. Il ne faut pas oublier que la plupart des musulmans qui vivent en France sont des citoyens français de confession musulmane. Beaucoup sont nés en France, certains ont même leurs parents qui sont nés en France. Et donc l'islam est français. L'islam est une des religions de la France, au même titre que le catholicisme, le protestantisme ou le judaïsme. Il a vocation à rester sur le sol national et il a vocation à s'adapter pour faire émerger une nouvelle culture nationale par des échanges avec les autres cultures qui constituent le patrimoine intellectuel absolument considérable de la civilisation française.
Mais c'est vrai, on va trouver dans les arabesques aussi cette étoile à 8 branches. Donc l'interprétation la plus simple, si vous voulez, c'est les 8 points cardinaux. Le nord, le sud, hein, parce qu'on dit que l'islam, c'est une religion universelle. Par exemple, les classes de 5e qui étudient l'islam, donc ils viennent à la mosquée pour faire leurs cours ici même. À un certain moment, donc, on leur faisait visiter que la mosquée, donc c'est que le lieu de culte, la mosquée, ces espaces de la mosquée. Aujourd'hui, on va essayer, avec l'IFCM, de voir, voilà, ils verront des expositions, on leur parlera un peu d'histoire. Pourquoi pas faire des travaux hein, donc manuels, de la calligraphie, quelques exercices de je sais pas, la céramique, donc faire découvrir tous ces aspects de la civilisation arabo-musulmane. Par mon expérience personnelle, j'ai constaté que mes enfants, dans leur scolarité, n'ont pas appris l'histoire, la civilisation musulmane, que moi-même, je n'ai pas transmis cette connaissance. Ils connaissent les civilisations anciennes, romaines, grecques, mythologie, mais ils ne connaissent pas la civilisation musulmane. Donc j'ai constaté qu'il y avait un manque et qu'il fallait y remédier. Et en ce qui me concerne, la médiathèque était un point de départ. Et comme l'Institut culturel, c'est quelque chose qui est vraiment extraordinaire et qui est fondamental. Et j'espère que cet institut culturel prendra toute son ampleur et apportera beaucoup. Mais le multiculturel et le multireligion, c'est ça qui peut faire évoluer l'homme. On avait dit que le 21e siècle serait le siècle de la spiritualité. Pour l'instant, on s'en aperçoit pas tellement. Mais enfin, moi j'ai bon espoir que quand on arrivera à la fin du 21e, eh bien, mes petits-enfants le verront peut-être. Madame Chuseville, je pense que c'est une dame au grand cœur, qui avait compris, peut-être avant tous les autres, qu'on ne pouvait pas toujours dire non ou rejeter la civilisation et la culture des autres. C'est elle qui, pour la première fois, parlait en disant que la création de l'IFCM, c'était une idée formidable et qu'il fallait l'accompagner et l'aider. La civilisation, c'est un continuum. C'est un continuum qui est qu'il y a toujours une civilisation qui précède et une civilisation qui suit. Et je crois que de la même façon qu'on peut dire que la civilisation musulmane s'est inscrite dans la pensée grecque, je crois qu'il est aussi important et intéressant de dire que la pensée occidentale a hérité de la pensée et des connaissances de cette civilisation musulmane. Donc la science arabo-musulmane, elle a été communiquée à l'Occident selon des canaux qui ne sont pas toujours très clairs, mais Copernic cite 5 astronomes arabo-musulmans et on sait qu'il a eu des manuscrits ou des copies de manuscrits arabes sous les yeux, parce qu'il y a des figures qui apparaissent dans l'œuvre de Copernic qui sont le décalque exact de figures qui existent dans un certain nombre de manuscrits arabo-musulmans. Il y a des travaux qui ont été faits à ce sujet par des universitaires américains. Alors, voilà, donc on est en fait les héritiers de ce patrimoine considérable qui s'est développé pendant des siècles et des siècles. Et il s'agit de reconnaître ça et de réhabiliter l'histoire, notre histoire commune, pour envisager un futur commun. C'est d'être utile à notre communauté. D'abord, c'est être utile à notre communauté et aussi être utile à la communauté nationale, qu'elle puisse se rendre compte que cet institut, c'est l'institut de la paix, c'est l'institut du rapprochement, c'est l'institut qui va permettre d'élever intellectuellement le niveau de nos concitoyens, quels qu'ils soient, notamment sur ces questions d'islam, surtout après les événements que nous avons connus en 2015.
c'est le temps des allocutions officielles et j'appelle M. Kamel Kaptan, recteur de la Grande Mosquée, président fondateur de l'IFCM. Monsieur le ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes, Monsieur cher docteur Mohamed Ibn Abdelkarim El-Issa, secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Monsieur David Kimmelfield, président de la métropole, Monsieur Gérard Collomb, maire de Lyon, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les consuls généraux, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions judiciaires, Monsieur le représentant du gouverneur militaire de Lyon, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs les responsables associatifs, Mesdames et Messieurs, chers amis, oui, au-delà des titres officiels et du protocole, c'est à des amis que je m'adresse aujourd'hui. Rarement ce mot ne m'a paru aussi fort et aussi juste que cet après-midi, au moment d'inaugurer ce bâtiment qui abritera l'Institut français de civilisation musulmane, car sans votre soutien et votre amitié, rien n'aurait été possible. Ce projet n'est pas récent. Il figurait dans le dossier initial des années 1970, qui comprenait aussi la Grande Mosquée de Lyon. Il figurait dans le bail amphithéotique signé avec la ville de Lyon en 1983. Nous étions bien loin d'imaginer que tant de liens privilégiés allaient se nouer et qu'ils conduiraient aussi loin à la rencontre des autres. Nous étions loin de penser que la diversité de nos soutiens nous aiderait à ce point tout au long de notre chemin. Aujourd'hui, avec cette inauguration, nous franchissons ensemble une étape importante dans ce cheminement de fraternité et de solidarité. En ces moments importants, mes pensées se tournent avec beaucoup d'émotion vers mes camarades disparus, le professeur Badardine Lahnish et le capitaine Rabah Khalif, qui ont été mes compagnons dans cette grande aventure humaine de presque 50 ans qui s'accomplit avec vous cet après-midi. Pour leur rendre hommage et pour honorer leur mémoire, des lieux symboliques dans l'IFCM portent désormais leur nom. Avec eux, dès le départ, nous avons voulu un projet global d'ouverture et de paix, en souhaitant qu'un espace culturel puisse s'élever à proximité de la Grande Mosquée. Ici, un lieu de raison, là-bas, un lieu de foi. Ce binôme conserve aujourd'hui plus que jamais un sens fort. Rapidement, nous avons rencontré des personnes attentives et non des moindres. Un président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, et son Premier ministre Raymond Barre en 1981. Puis, plus récemment, le ministre Bernard Cazeneuve, dont l'engagement à nos côtés fut décisif, mais aussi l'État à travers ses préfets, Jean-Pierre Lacroix, que je salue ici, Jean-François Carinco, Michel Delpech. Et bien sûr, il y a eu le soutien de tous les maires de Lyon, Francisque Collomb, qui dès les premières heures nous a fait confiance, et je veux saluer ici ses amis et ceux qui l'ont accompagné dans cette décision. Michel Noir, qui malgré les difficultés et les oppositions rencontrées, a su tenir le cap sans se départir ni perdre son âme. Gérard Collomb, son appui a été déterminant. Il a crédibilisé notre volonté de construire ce bâtiment en donnant l'impulsion initiale dans les années 2000, fédérant ainsi l'ensemble des partenaires. Tous ont fait des promesses et les ont tenues. Cette fidélité n'a pas vacillé au fil des élections, ce qui n'était pas toujours facile. Ce courage honore nos élus et je veux tous ici les remercier solennellement. À ces remerciements, je voudrais également associer David Kimmelfield,
désormais président de la métropole, pour son écoute attentive, pour l'intérêt qu'il porte à l'IFCM, ainsi que pour sa volonté affirmée d'accompagner son cheminement. Parler de l'IFCM sans faire état du soutien qu'il a reçu des autorités religieuses de notre ville serait injuste. Ce serait méconnaître le climat fraternel qui règne dans notre ville. Leur soutien met ainsi en évidence la qualité de nos relations et l'importance du dialogue que nous cultivons dans notre ville pour mieux connaître l'autre. Je voudrais également remercier son Excellence Cheikh Dr Mohamed Ibn al-Karim Alissa, secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, qui a été séduit par l'envergure internationale du projet de l'IFCM et l'importance qu'il donne au rayonnement de la civilisation musulmane. Ses orientations l'ont convaincu qu'il était nécessaire de nous apporter un soutien permettant la concrétisation du projet. Cette donation, sans aucune condition, vient ainsi concrétiser la volonté de la Ligue islamique mondiale de soutenir et promouvoir un islam modéré, un islam de paix, un islam de fraternité et d'ouverture vers les autres. Je voudrais aussi rappeler le soutien financier qui nous a été apporté par la Grande Mosquée de Lyon au travers de son association de certification des viandes halal. Enfin, je ne saurais terminer mes remerciements si je ne rendais hommage appuyé à ces Lyonnais de cœur qui, les premiers, ont compris qu'ils ne pouvaient pas rester indifférents à leurs compatriotes musulmans. Leur exigence d'équité a donné lieu à des rencontres de haute tenue, comme celle avec Émile Azoulay, qui fut notre premier donateur avec 500 francs de l'époque pour la construction de la mosquée. Ou encore la rencontre avec Alain Mérieux, dont la bienveillance nous a accompagnés pour la construction de l'IFCM. Cette continuité de génération en génération constitue une imposante preuve d'humanité. Ce n'est pas un sentiment fugace ou superficiel, c'est une force bienveillante enracinée dans le cœur des femmes et des hommes qui composent notre cité. À mes yeux, Lyon est aujourd'hui un modèle pour la France. Cette continuité d'engagement me rend encore plus fier d'être lyonnais, monsieur le maire. Quelle magnifique leçon d'espoir et de fraternité. Le projet d'IFCM sera fidèle lui aussi à ces valeurs humanistes que Lyon a déployées pour nous. Notre but est d'apporter notre pierre à cette ouverture et aux autres et de conforter cette magnifique identité lyonnaise dans laquelle nous nous reconnaissons pleinement. Nous œuvrons en complémentarité aux côtés de tous les opérateurs culturels et des universités, aux côtés de l'espace Hillel, l'espace culturel du christianisme à Lyon. Nous le ferons dans l'esprit du réseau Concorde et Solidarité que vous avez créé, cher Gérard Collomb. Nous le ferons aussi avec tous les opérateurs culturels qui travaillent en France à mieux connaître la culture et la civilisation musulmane. Je veux parler de l'Institut arabe de civilisation arabe, de l'Institut des cultures d'islam, dont je veux saluer ici sa directrice, du MUSEM à Marseille et du Musée du Louvre à Paris. Nous chercherons également des soutiens des institutions culturelles étrangères, et notamment celles qui recèlent des potentialités culturelles importantes en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, au Maghreb et en Europe. Mesdames et messieurs, le bâtiment que nous inaugurons aujourd'hui reflète cette vision ouverte de la culture. Son architecte, Dominique Gauthier, que je salue, n'a pas voulu copier, il a innové. Son œuvre est une réflexion libre sur l'esthétique de la civilisation musulmane. L'usage de la pierre, élément durable, se combine avec du bois sculpté, plus fragile et poétique, ainsi que du métal ciselé. Le bâtiment est largement ouvert sur le parc, donnant à voir la beauté de la nature. Enfin, la double entrée majestueuse, avec sa verticalité spirituelle, traversée par des coursives reliant des deux parties du bâtiment, confère une grandeur à cette architecture contemporaine. Ces principes sont aussi leur déclinaison fonctionnelle, puisque les 2500 mètres carrés du bâtiment comprennent un amphithéâtre de 250 places, un espace d'exposition de 200 mètres carrés, une médiathèque, centre de ressources. À cet effet, je voudrais remercier mon ami Christian Delorme de nous avoir fait don de sa bibliothèque. Je voudrais également remercier la famille du professeur Merad qui a bien voulu nous confier sa bibliothèque d'une très grande valeur intellectuelle. 10 salles de classe, 2 laboratoires de langue, un salon de thé qui apportera un peu de dépaysement, mais plus le lien social dans le quartier. 2 salles polyvalentes pour les colloques et séminaires que nous pourrons mettre à disposition des entreprises ou des associations.
En entrant tout à l'heure dans le bâtiment, vous avez pu admirer cette belle fresque qui orne l'atrium. Nous la devons à ces artistes venus d'Iran, Ramran Afshar Naderi et Leila Farzaneh, ainsi que leurs compagnons qui ont planté leur arbre de la vie dans l'IFCM. Cette fresque vient ajouter de l'éclat au superbe écrin qui nous est offerte aujourd'hui. Je tiens à les remercier et les féliciter pour cette belle œuvre qui participera, nous sommes sûrs, à une meilleure connaissance de la civilisation que nous renvoie leur pays. Grâce à vous tous, les activités de l'IFCM, jusqu'à présent organisées hors les murs, pourront désormais investir leur maison. Ces activités modestes encore se développeront au fil des années, en fonction aussi de nos équilibres financiers. Nous n'en sommes qu'au début, et tant de liens avec le territoire lyonnais restent à conforter. Au niveau des activités, notre volonté est d'accueillir au moins une conférence débat par semaine, 2 à 3 expositions par an, des projections et des activités artistiques à un rythme mensuel et de faire en sorte que le lieu puisse vivre toute l'année. Nous nous inspirerons de la pluralité des expressions de la culture musulmane en puisant dans les traditions du Maghreb, du Moyen-Orient, d'Afrique subsaharienne, d'Asie et d'ailleurs encore. Des cours de civilisation musulmane seront donnés par des professeurs spécialistes renommés dans leur domaine. Ils pourront parcourir par exemple l'exégèse du Coran, les sciences du hadith, le pluralisme en islam, le soufisme, l'histoire de la philosophie arabe et persane. Des séminaires traiteront de l'islam en Europe, mais aussi de relations entre la religion, le pouvoir et la politique dans le monde arabe, ou encore de la raison et de la foi, de la littérature maghrébine francophone, de la question du califat. En direction des familles, nous organiserons des ateliers de calligraphie, des séances avec des conteurs et des illustrateurs. Notre bel amphithéâtre pourra recevoir des colloques universitaires ainsi que des cours d'université populaire sur les thèmes liés à l'Institut. Nous chercherons un partenariat avec la Villa Gilet afin d'accueillir des débats en résonance avec les assises internationales du roman. Des partenariats seront noués avec le CHRD à Lyon, le Centre national de la mémoire arménienne à Dessine, le RIS à Villeurbanne autour des questions mémorielles. Nous avons déjà commencé cette programmation grâce à votre soutien actif, mon cher Georges Kepenekian. Lorsque vous étiez premier adjoint en charge de la culture, puis comme maire de Lyon, votre connaissance des acteurs culturels vous a été tellement précieuse. Ainsi, l'exposition à découvrir tout à l'heure sur la calligraphie a été réalisée en partenariat avec le Musée des Beaux-Arts. Je remercie Salima Elal, conservatrice, pour sa précieuse expertise. La constitution de notre médiathèque s'effectue en lien étroit avec la bibliothèque municipale et le soutien éclairé d'Amandine Pelé, que je remercie. Oui, l'inauguration qui nous rassemble cet après-midi est un magnifique appel à la fraternité. C'est l'un des 3 principes de la République française que nous chérissons de tout notre cœur. La culture que nous souhaitons promouvoir à l'IFCM est une culture de liberté où l'individu doit faire sur lui-même des efforts pour transformer ses pensées et ses préjugés. Pour découvrir peu à peu une réalité, c'est une investigation spirituelle et personnelle qui fait appel au jugement éclairé de chacun. Connaître, c'est se forger un jugement par le doute qui éprouve la validité des arguments. Ce cheminement intérieur et personnel passe par l'écoute des autres, la capacité à accepter de nouvelles interprétations, la reconnaissance de la valeur de l'expérience, la certitude et le résultat d'un travail d'analyse. Les conférences et les événements de notre programmation sont et seront choisis pour apporter ces éléments de réflexion, pour montrer la richesse et la diversité d'une civilisation où les arts et la science tenaient une place centrale. Mesdames et messieurs, cette vision de la culture comme dialogue s'adresse notamment à nos jeunes. Notre devoir consiste à leur proposer une autre vision de la civilisation musulmane que celle d'un univers factice où trop de jeunes, par ignorance de leur propre histoire, se laissent entraîner dans des visions étriquées proposées sur Internet et qui peuvent finir parfois en drame. C'est cette volonté d'éduquer au respect des autres et à l'humaine grandeur de la civilisation musulmane qui nous anime. Cette connaissance d'une civilisation qui apporta de nombreux progrès à l'humanité pourra leur donner plus d'espoir, plus de force positive pour se construire. Il faut leur montrer qu'il est aussi un islam des lumières et de l'amour des autres, et que cette orientation
est un appel supérieur. Notre pays, c'est la France. Redonnons aussi à ces jeunes les moyens de se réapproprier leur histoire ancienne et celle plus récente de leurs aïeux, qui ont défendu la République en 14-18, puis en 39-45, avant de contribuer à la reconstruction du pays et de son économie. Chers amis, il est une bataille intellectuelle à livrer contre toutes les ignorances. Aujourd'hui, avec l'IFCM, tous ensemble, nous gagnerons. Ce sera une victoire pacifique plus forte et plus durable que celle des armes. C'est aussi cela l'enjeu de l'IFCM. Pourquoi je formule le vœu qu'en France, d'autres personnes comprennent notre message de paix et de fraternité. Donnons-nous encore plus de moyens par la culture et la connaissance pour effacer les tiraillements qui naissent dans l'esprit de trop de nos enfants. Aidons-les à planter leur arbre de vie dans l'amour de la paix civile. Aidons-les à se sentir pleinement citoyens, à comprendre que leur avenir est ici, dans la République. Donnons-nous les moyens de développer non pas l'islam en France, mais l'islam de France. Pour reprendre les mots inspirés de Charles Pasqua en 1994, lors de l'inauguration de la Grande Mosquée de Lyon, oui, le principe de cet islam de France, c'est-à-dire une religion de paix en phase avec sa société, a été lancé depuis Lyon par le ministre de l'Intérieur de l'époque. Dans cet esprit, l'IFCM continuera de s'engager aux côtés de l'Université Lyon 3, que je salue ici son président, et de l'Université catholique, que je salue aussi, dans ce diplôme universitaire intitulé « Liberté religieuse et laïcité » qui s'adresse au cadre de la fonction publique comme aux imams. Mais aujourd'hui, Monsieur le ministre, cher Christophe Castaner, il va nous falloir aller plus loin. Ensemble, nous devrions nous donner entre 5 et 10 ans pour former nos imams ici et nulle part ailleurs en France. Comme vous le savez, à Lyon, une réflexion a été engagée en présence du préfet de région, de la rectrice d'académie, des présidents des universités de Lyon. Un projet de formation universitaire serait prêt à être mis en œuvre dès l'année prochaine si les ministères de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale et du ministère de l'Intérieur acceptaient de trouver les moyens d'ouvrir un poste d'enseignant-chercheur en islamologie et un poste administratif pour assurer la bonne mise en place et le bon déroulement de ce cursus original. Cette formation accueillerait chaque année 50 à 60 étudiants sur un principe de mixité de genre et de parcours professionnel. Une partie d'entre eux, hommes et femmes, seraient sélectionnés en lien avec l'Institut de théologie musulmane dans le cadre de la préparation de leur formation de futurs cadres religieux. Pour les autres étudiants, cette formation s'inscrirait dans une perspective de formation professionnelle, notamment pour préparer les concours administratifs, enseignants, fonctionnaires de l'État, des collectivités locales, des travailleurs sociaux ou accéder à des études de journalisme. Ce cursus pourrait être mis en place en s'appuyant sur les enseignements existants au sein des universités, Lyon 3, Lyon 2, l'École normale supérieure, de l'Institut d'études politiques ou de l'Université catholique de Lyon. Il s'agirait en parallèle de la formation théologique, de former à l'anthropologie, à la laïcité et donc au droit, à l'histoire de France, à la sociologie, par une formation d'un niveau au moins égal à la licence, afin de donner aux futurs cadres religieux une capacité d'analyse critique qui compléterait la formation théologique. Cela leur donnerait aussi le statut d'étudiant. Les assises de l'islam ont souligné la nécessité de renforcer l'offre de formation universitaire continue et de créer une offre de formation initiale sur le fait religieux musulman et le monde musulman. Dans le Rhône, la majorité des participants à ces assises ont mis l'accent sur la nécessité d'une formation des imams qui se déroule en France, afin que ceux-ci soient formés à la fois à la théologie et au contexte français culturel, social et institutionnel. Ils ont souligné la nécessité d'un soutien fort de l'État par la mobilisation des universités et l'octroi du statut étudiant pour les personnes se préparant à devenir cadres religieux. Cette formation sera universitaire, non confessionnelle, à raison de 3 heures par semaine en cours du soir. Ce serait une porte d'accès vers les sciences religieuses et laïcité qui existent déjà et permettent d'aller jusqu'au doctorat. Ce parcours de formation pourrait débuter en septembre 2020 avec le recrutement des étudiants désireux de suivre l'année préparatoire. La licence débuterait en septembre 2021. Ce calendrier permettrait de disposer du temps nécessaire pour recruter le coordonnateur du projet et inscrire la formation dans Parcoursup. Il permettrait également à l'Institut de théologie musulmane, qui a été mis sur pied par la mosquée de Lyon,
de se mettre en place et d'organiser la sélection des premiers étudiants. Cette expérience pourrait être lancée sur 4 années, correspondant à la durée du cursus d'une promotion et évaluée en particulier sur la base du nombre d'étudiants et de sa capacité à attirer des profils variés. Le président de la République a à plusieurs reprises rappelé sa volonté d'œuvrer en ce sens. C'est pourquoi il est aujourd'hui temps que nous puissions avancer sur cette question. Sachez, Monsieur le ministre, que nous nous inscrivons dans cette vision et nous serons en ce sens un partenaire actif de vos initiatives et de celles du président de la République. Réciproquement, faisons mieux connaître à nos compatriotes cette civilisation musulmane à laquelle l'Occident doit beaucoup. L'IFCM est naturellement ouvert à tous ceux qui veulent connaître cette civilisation et cette culture. Nous voulons que la connaissance transforme la peur de l'autre en confiance dans l'autre. C'est ainsi qu'une société devient adulte et dépasse ses préjugés. Ce double mouvement sera un facteur d'équilibre entre les citoyens et donc de consolidation de la République. Notre objectif est de nous additionner et non de nous diviser ou créer des fractures. Les différents conseils qui présideront au destiné de l'IFCM seront la preuve de cette vision fraternelle. La désignation dans les mois qui viennent de personnes et de personnalités de tous horizons le confirmera. Ces choix en lien avec l'État, la ville, la métropole et l'université souligneront l'indépendance de l'Institut. Dieu dit dans le Coran, « Nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que mieux vous vous entreconnaissiez. » Oui, nous avons été créés différents pour que nous puissions nous connaître, pour apprendre les uns des autres. C'est un peu la mission de l'Institut que de former cette connaissance et reconnaissance mutuelle. Donnons-nous encore plus de capacité à vivre ensemble et à nous respecter dans le cadre intangible des lois. Forgeons-nous un destin commun dans ce pays qui est le nôtre. Oui, Monsieur le Ministre, oui, Mesdames et Messieurs, nous voulons contribuer à cette vision forte mais apaisée de notre société. Vive l'IFCM, vive Lyon et vive la République. Monsieur Gérard Collomb, maire de Lyon. Monsieur le ministre de l'Intérieur, cher Christophe Castaner, messieurs les ambassadeurs, monsieur le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, monsieur le président de l'Institut français de civilisation musulmane, cher Kamel Kaptan, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le président de la métropole de Lyon, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les membres du corps consulaire de Lyon, messieurs les représentants des autorités militaires, mesdames et messieurs les représentants des autorités judiciaires, monsieur le président du Conseil économique, social et environnemental Auvergne-Rhône-Alpes, messieurs les représentants des cultes, messieurs les présidents des universités, messieurs les représentants des chambres consulaires, monsieur l'architecte, mesdames et messieurs. Vous l'avez compris, monsieur le ministre, c'est un moment particulier que nous vivons ensemble aujourd'hui en inaugurant cet Institut français de civilisation musulmane. Car il est significatif de la façon dont nous concevons notre ville. Une ville où, pour reprendre les mots d'Aristide Briand, rapporteur de la loi de 1905, la laïcité n'est pas négation des religions, mais possibilité pour chacune de s'exprimer librement, avec pour seule limite, disait-il, les lois et l'ordre public. Une ville où l'on veut promouvoir les valeurs de la République, la liberté, l'égalité, mais aussi cette fraternité qui porte une volonté de vivre ensemble, de dialoguer par-delà la diversité des origines, des trajectoires personnelles, des convictions philosophiques ou religieuses de chacun. Une ville qui sait, comme disait Braudel, que c'est en devenant une grande métropole ouverte sur le monde
qu'elle peut être à même d'écrire les plus belles pages de son histoire. Eh bien, Monsieur le ministre, c'est tout cela que veut traduire cet Institut français de civilisation musulmane. Cher Kamel Kaptan, vous nous avez dit l'effort accompli depuis des années et je veux vous en remercier. L'édification de cet Institut français de civilisation musulmane est largement le fruit de votre engagement, de votre détermination, de votre constance exceptionnelle. C'est en effet, vous l'avez rappelé, un projet que vous portez depuis très longtemps, puisqu'il date de la construction de la grande mosquée il y a tout juste 25 ans. Et lorsqu'en 2007, vous avez créé l'association qui devait le mener à bien, nous avons d'emblée souhaité que notre ville soit à vos côtés. Je crois qu'aujourd'hui, nous pouvons tous être fiers de l'inaugurer ensemble. Je veux d'abord saluer la qualité architecturale de ce bâtiment. On vient de le voir, remarquable par sa sobriété, son élégance. Cher Dominique Gauthier, ceux qui, comme moi, connaissent déjà votre travail, et notamment en matière d'équipement culturel, pourront apprécier ici la pureté de votre style. Mais ce que l'on perçoit surtout, c'est le soin que vous avez apporté à la réinterprétation des grands principes de l'architecture islamique. On l'a dit dans ces matériaux d'abord, avec cette alternance de la pierre, du bois et du métal, et dans sa géométrie aussi, avec à la fois ces lignes, toutes de simplicité et de délicatesse, propices à l'élévation, et ces dessins d'ombre et de lumière, formés par les moucharabiers qui donnent aux pièces cette atmosphère si singulière. Nous avons vu tout à l'heure la beauté du hall d'entrée avec ses jeux de transparence dont l'éclat est renforcé par la superbe mosaïque représentant l'arbre de la vie. Nous avons tous vu surtout l'harmonie de l'ensemble du bâtiment où la lumière est omniprésente. Cet édifice répond ainsi parfaitement dans sa forme à sa vocation, être un lieu d'échange, de transmission des savoirs, de diffusion des arts, et ce faisant, un instrument de paix. Oui, cette institution est éminemment symbolique de ce que nous sommes et de ce que, ensemble, nous défendons. Comme l'espace culturel du christianisme que nous avons inauguré en décembre 2014, comme le centre culturel du judaïsme dont nous avons posé la première pierre cette année, il est la traduction d'une volonté profonde, réaffirmer que la connaissance, le respect, le dialogue sont au cœur de notre idéal de civilisation. Comment ne pas voir que la connaissance de l'islam est en France une nécessité absolue, alors qu'il représente la deuxième religion de notre pays, alors que dans ses arts et ses sciences, notre culture occidentale porte de multiples témoignages de 14 siècles d'échanges et d'hybridation avec la civilisation musulmane. Il faut d'abord connaître l'islam comme fait religieux, comprendre ce qu'il représenta dans l'Arabie du 7e siècle. Il faut redécouvrir son histoire, connaître la nature de cette grande césure qui, autour de 680, se forme entre sunnites, chiites, kharidjites et qui, aujourd'hui encore, demeure une clé d'analyse du monde musulman. Il faut toucher du doigt l'immense diversité des courants interprétatifs de l'islam, fruit des multiples régions qu'il a traversées au Moyen-Orient, en Europe, en Asie, en Afrique, appréhender la grande civilisation urbaine qu'il forma de Bagdad à Cordoue et Constantinople, en passant par Samara sur le Tigre, Bassora, Le Caire, Damas, Tunis. Il faut connaître
la puissance du legs de la civilisation islamique dans son âge d'or à l'Occident. Les sciences d'abord, avec l'algèbre, la trigonométrie, mais aussi des découvertes majeures en matière d'astronomie, d'optique, de chimie, de pharmacie, de médecine. La philosophie ensuite, avec quelques grands penseurs qui incarnent à eux seuls ce que les historiens ont appelé l'humanisme musulman, Al-Kindi, esprit encyclopédique qui travailla autant sur la métaphysique d'Aristote que sur les axiomes d'Euclide. Al-Farabi, grand commentateur de Platon et théoricien de la musique. Avicenne, qui fut un médecin renommé, mais dont les travaux d'épistémologie font aujourd'hui encore référence. Al-Ghazali, grand mystique du soufisme, et Averroès, bien sûr, qui transmit à l'Europe la philosophie d'Aristote en fidèle éditeur, citant in extenso la traduction arabe du texte grec, mais aussi en brillant commentateur. Ce sont ces textes qui, traduits de l'arabe au latin à Tolède, gagneront ensuite l'Europe pour contribuer à l'effervescence intellectuelle qui, à la Renaissance, fera rayonner notre continent dans le monde. Et comment ne pas citer Ibn Khaldoun, auteur d'une œuvre maîtresse sur l'histoire musulmane et précurseur de la sociologie moderne. Oui, les exemples des apports du monde islamique à l'Occident sont nombreux et riches d'enseignements. On sait que les liens de l'Europe à l'islam ont souvent changé de nature, oscillant constamment entre fascination et opposition. Mais il est essentiel de comprendre que nous sommes le fruit d'une longue histoire qui s'est écrite sur les pourtours du bassin méditerranéen, avec, entre l'Europe et l'islam, des imprégnations réciproques qui n'ont jamais cessé. Oui, comme l'écrivait Fernand Braudel, que j'évoquais tout à l'heure, le passé des civilisations n'est que l'histoire d'emprunts continuels, qu'elles se font les unes aux autres au cours des siècles, sans perdre pour autant leur particularisme ni leur originalité. Pour une civilisation, poursuivait-il, vivre, c'est à la fois être capable de donner, de recevoir, d'emprunter. C'est cela que montrera cet Institut français de civilisation musulmane, en se donnant pour mission de transmettre l'immense tradition intellectuelle et créatrice que les sciences, les arts et les lettres de la civilisation islamique nous a léguée. Avec ses laboratoires de langue, et l'on sait quels trésors littéraires sont réservés aux lecteurs de l'arabe classique, avec ses conférences et ses cours, né tout à l'heure François de Roche, professeur au Collège de France, nous en donnera un aperçu, avec ses expositions. Et nous avons vu, lors de la visite, le beau travail réalisé sur la calligraphie avec le musée des Beaux-Arts, dont je remercie chaleureusement les équipes. Il est une illustration de la riche collection d'art islamique du Palais Saint-Pierre. On le rappelait tout à l'heure, les Lyonnais furent au XIXe siècle parmi les premiers à introduire cet art dans le paysage muséal français. Oui, mesdames et messieurs, chacun peut, je crois, percevoir ce qu'aura de précieux un tel lieu face à la montée d'idéologies obscurantistes appelant à la haine et n'accordant aucun prix à la vie humaine. Elles ont semé la mort et la désolation dans bien des points du monde, et d'abord dans les pays musulmans. Montrer que l'islam, ce n'est pas cela. Donner à voir toute sa richesse doit nous permettre de faire reculer le dénuement intellectuel sur lequel prospère souvent ce mal dont chacun connaît désormais la folie destructrice. C'est un essayiste tunisien, fin connaisseur des richesses des cultures de l'islam, Abdelwahab Medeb, qui écrivait
l'intégrisme n'est pas seulement un danger pour la stabilité du monde, il constitue une menace pour l'islam lui-même comme religion et comme civilisation. Monsieur le ministre, c'est évidemment à vous qu'il reviendra, en tant que ministre des Cultes, d'aborder cette question fondamentale de l'islam de France. J'avais, pour ma part, et on parlait tout à l'heure des assises de l'islam, entamé une réflexion sur ce sujet essentiel, avec la volonté de fédérer les mosquées autour de principes clairs d'organisation et de gestion du culte, dans le respect des valeurs de notre République. À Lyon, cette initiative partie de la base avait déjà porté ses fruits avec cette charte signée avec Monsieur le Préfet par la Grande Mosquée, le Conseil régional du culte musulman et les mosquées de la région pour moderniser les institutions représentatives du culte musulman et créer davantage de liens entre l'islam et la société. Oui, cher Kamel Kaptan, je sais combien vous souhaitez que cet Institut français de civilisation musulmane soit aussi, par la formation des imams, porteurs d'un islam des Lumières, cet islam ouvert et riche de sa diversité qui a porté la civilisation musulmane à des sommets. Monsieur le ministre, je sais que vous poursuivez cette réflexion avec les représentants du culte musulman. J'espère que cet institut pourra, avec l'aide et l'accompagnement de l'État local, contribuer à ce travail majeur. Mesdames et messieurs, vous le voyez, la création de cet Institut français de civilisation musulmane ouvre un vaste champ des possibles. Pour ma part, je sais qu'il accomplira une mission fondamentale en permettant à la fois aux musulmans de mieux connaître leur histoire, la richesse de l'héritage culturel dont ils sont porteurs, et aux non-musulmans de découvrir une immense civilisation. C'est comme cela qu'ensemble, nous avons pensé cette institution. Nous la voulons instrument de rassemblement, de dialogue et de paix. Monsieur David Kimmelfeld, président de la métropole de Lyon. Monsieur le ministre de l'Intérieur, cher Christophe Castaner, monsieur le préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, cher Pascal Mayos, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le maire de Lyon, cher Gérard Collomb, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, et bien évidemment mes chers amis, et surtout, monsieur le recteur, cher Kamel Kaptan, et à travers vous, bien sûr, l'ensemble de vos équipes qui travaillent depuis longtemps sur ce magnifique projet. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui était très attendue. Je ne reviendrai pas sur tout ce qui vient d'être dit sur l'IFCM et qui fait, je crois, ici consensus. L'IFCM permettra aux Lyonnais, aux Grands Lyonnais et au-delà, de mieux connaître l'islam dans toute sa diversité. Le besoin en était évident. Disons-le sans précaution oratoire, de nombreux préjugés amalgament cette religion à sa dérive fondamentaliste et intégriste. Une dérive qui est d'ailleurs le fait de personnes complètement ignorantes de l'histoire musulmane, mais qui se raccrochent à un passé fantasmé pour s'inventer une identité qui s'exprime dans la haine de l'autre. Nous devons combattre cette dérive de toutes nos forces, collectivement, car elle n'a pas sa place dans la République. Je sais que notre ministre de l'Intérieur, ici présent, y veille sans relâche.
et je voudrais ici l'en remercier. Mais nous devons aussi combattre ces amalgames qu'elle a contribué à entretenir. Pour cela, l'un des moyens est bien de rétablir la vérité, d'informer, de redire la grandeur de la civilisation musulmane, la richesse des cultures de l'islam et de leur rapport à l'histoire du monde. Je sais que cet institut permettra de rappeler aux musulmans, comme aux autres, la réalité de l'histoire et de la tradition musulmane, ses origines et ses évolutions, la diversité des pratiques et des courants qui s'y entremêlent, mais également les débats et les interrogations qui ont traversé l'islam, les lectures diverses du Coran, les échanges entre l'islam et les autres religions, croyances et philosophies. Car aucune religion, aucune culture n'est un bloc monolithique. Toutes ont fait l'expérience du pluralisme et de l'altérité. Je me réjouis que l'une des ambitions de l'Institut, cher Kamel, soit justement d'enseigner cette pluralité des cultures de l'islam. Que l'IFCM puisse répondre dans un esprit de tolérance et d'ouverture à la question « Qu'est-ce que l'islam ?» À l'heure où il est devenu la deuxième religion de France, c'est là, à mes yeux, une avancée majeure pour faire vivre ensemble tous nos concitoyens. Je sais que l'IFCM va être un sujet de fierté pour nos concitoyens de confession ou de culture musulmane. J'ajoute d'ailleurs que l'IFCM sera également un sujet de fierté pour tous les Lyonnais et Grands Lyonnais, comme le sont déjà, et Gérard Collomb l'a évoqué, les autres équipements culturels qui concourent à notre rayonnement dans le domaine de l'esprit. Aux côtés de l'espace culturel du christianisme, de l'espace Hillel et du futur Institut culturel du judaïsme, l'IFCM va participer pleinement à une meilleure connaissance réciproque des religions et des traditions, à une meilleure compréhension par l'ensemble de nos concitoyens du fait religieux et de son expression. Une connaissance et une compréhension qui permettront, je l'espère, de fortifier notre lutte contre la xénophobie, le racisme et l'antisémitisme sous toutes leurs formes, même les plus insidieuses, et de conforter notre cohésion sociale et notre concorde républicaine. Un mot pour conclure, je crois que les présences cet après-midi pour inaugurer un lieu comme celui-ci, du ministre de l'Intérieur, chargé des cultes, du préfet, de nombreux élus de la métropole, du maire de Lyon, de nombreux élus de la ville de Lyon et d'autres communes de cette métropole, des représentants de tous les cultes, ces présences, nos présences, répondent finalement à une question qui nous concerne tous. Qu'est-ce que la France ? Qu'est-ce que ce vieux pays riche d'une histoire plurielle, façonné pendant des siècles par la chrétienté, sans jamais s'y résumer, qui accueille aujourd'hui sur son sol des millions de musulmans? Qu'est-ce que ce drôle de pays qui enseigne dans ses livres d'histoire, jusque dans ses départements d'outre-mer, que nous descendons des Gaulois? Qu'est-ce que ce pays si fier de son passé, mais dont l'histoire a été justement, souvent, écrite par des étrangers, du cardinal de Mazarin jusqu'aux résistants français, qui n'en étaient pas moins pour beaucoup de nationalité espagnole, italienne, polonaise. Eh bien la France, mesdames et messieurs, nous la montrons encore cet après-midi. C'est bien, comme le disait Ernest Renan au sujet de la nation, une grande agrégation d'hommes, saine d'esprit et chaude de cœur, qui crée une conscience morale. Renan disait encore à juste titre que la France est une volonté. Ce qui constitue une nation, ce n'est pas de parler la même langue ou d'appartenir à un groupe ethnographique commun, c'est d'avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l'avenir. C'est ce que nous appelons aujourd'hui la République une et indivisible. Assez indivisible pour pouvoir embrasser tous ses enfants, quelle que soit leur particularité. Une République où toutes les religions sont autorisées et ont droit de citer, parce que nous croyons à la liberté de tous les citoyens, dont celle du droit de culte, en l'égalité, qui donne à tous les mêmes droits, et aussi en la fraternité, qui nous rend bienveillants envers les croyances qui sont celles de nos frères, même dans les cas où nous ne les partageons pas. Tant que la France aura un projet d'avenir, un dessein commun, qu'elle doit défendre avec vigueur et sans jamais céder aux sirènes identitaires, elle n'a pas à avoir peur de l'altérité et de la différence qui l'enrichissent. Lyon
a accueilli au cours de sa très longue histoire des hommes et des femmes venus des 4 coins du monde. Ce mouvement se poursuit. Lyon est et restera un creuset. Chacun doit y trouver sa place au milieu de tous les autres, en bonne harmonie. La connaissance et le respect de l'autre en sont la condition. Longue vie à l'Institut français de civilisation musulmane, qui va apporter cette pierre et qui l'apporte déjà à cet édifice, cet institut de la paix et du rapprochement, comme le disait Kamel Kaptan tout à l'heure. Je vous remercie. Son Excellence, M. Mohamed Alissa, secrétaire général de la Ligue islamique mondiale. معالي وزير الداخلية السيد عميد المعهد، أصحاب المعالي، سيداتي سادتي، أسعد أن أكون معكم في هذا اليوم باسم رابطة العالم الإسلامي، وهي رابطة الشعوب الإسلامية، من مقرها الرئيس المكان الأقدس للمسلمين مكة المكرمة. نلتقي هذا اليوم في صرح حضاري من صروح الجمهورية الفرنسية المنفتحة بحضارتها وقيمها وحرياتها على الجميع. هذا الصرح الحضاري يترجم معنى جديد من معاني التنوع والإبداع والتنوير. إن جمهورية فرنسا هي جمهورية التنوع الحضاري والديني والإثني والفكري، يجمع الجميع دستور واحد، يجمع الجميع قانون يحترمه الجميع، يجمع الجميع ثقافة سائدة يحترمها الجميع. هذا المركز أو هذا المعهد سيدعم بلا شك المواطنة الشاملة في فرنسا، والتي نؤيدها في رابطة العالم الإسلامي. هذا المعهد سيكفل اكتفاء ذاتيا لتدريب الأئمة، لأننا في رابطة العالم الإسلامي نؤكد تأكيدا تاما على منع استيراد الفتاوى أو الأفكار الدينية، لأن لفرنسا ولغيرها من دول الأقليات الدينية والإثنية ظرفية مكانية يجب احترام هذه الظرفية. ولدى أيضا فرنسا من العلماء المسلمين ومن المفكرين المسلمين ومن الأئمة القادرين على القيام بمهامهم وعلى أيضا القيام بتدريب غيرهم. ندرك أن كثيرا من الإشكالات الفكرية التي حملت في طياتها التطرف العنيف وأيضا الإرهاب كانت بسبب استيراد تلك الفتاوى واستيراد تلك الأفكار الغريبة على الظرفية المكانية.
نحن في رابطة العالم الإسلامي نؤكد دائما على وجوب احترام دساتير وقوانين وثقافة الدول التي يعاش فيها. من اختار العيش في بلد فيجب عليه أن يحترم ذلك كله. فرنسا جمعت هذا التنوع ونجحت في رؤيتها الوطنية. فرنسا استطاعت أن تبني دولة تتمتع بالاندماج الوطني بمختلف مكونات هذا الاندماج الديني والإثني. لقد أخلص هذا المكون الوطني لفرنسا. نعم، احتضنتهم فرنسا وفتحت لهم أبوابها فأخلصوا لها، مع قناعة كل منهم بعقيدته وفكره، لكن الجميع يخلص لهذا البلد ويدعم هذا البلد ويدعم تنمية واستقرار هذا الوطن. لقد تشرفت باستضافة المسجد الكبير بباريس، ووجدت على الحائط أسماء الجنود المسلمين الفرنسيين الذين دافعوا عن فرنسا مثل غيرهم وإخوانهم من المكون الوطني الفرنسي. كما أني أيضا استضفت في السيناغوغ اليهودي، وأطلعني الجراند راباي على الجنود اليهود الذين ضحوا ودافعوا عن فرنسا بلدهم مثل غيرهم من المكون الوطني الفرنسي. إن دعم رابطة العالم الإسلامي ضمن الداعمين لهذا المعهد هو دعم للجمال وللمعرفة المشتركة، ودعم للاندماج الوطني الفرنسي، ودعم للاكتفاء الذاتي بتدريب الأئمة، ودعم لمنع تصدير الفتاوى والأفكار. سيقوم هذا المعهد كما هو أملنا جميعا بتعزيز قيم المواطنة، وسيسهم في بناء وتنمية وطنهم فرنسا، وفي مواجهة كل الأفكار التي حاولت وحول العالم الإساءة بمناهجها العنيفة والإرهابية، ولا سيما ما يسمى بالإسلام السياسي. سيكون هذا المعهد شعلة تنوير للجميع. سيكون هذا المعهد كما هو تطلعنا وأملنا جميعا ضد أي أسلوب من أساليب التفرقة الوطنية، وسيتصدى كما هو أملنا جميعا لأي تفسير ديني خاطئ يسيء للقيم الإسلامية أو يقدم أطروحات فكرية من شأنها أن تسيء إلى اللحمة الوطنية أو تفرق العائلة الفرنسية الواحدة. سيبرز هذا المعهد كما هو أملنا وطموحنا جميعا بالأدلة الحية أن المواطن الفرنسي المسلم يحمل مبادئ تجعله ضمن المكون الفرنسي الواحد وبامتياز
مثل أخي الفرنسي الآخر. لا بد لأي عمل من أثر ومن ثمرة، وسيكون الجميع على متابعة لمخرجات وثمار هذا المعهد الذي يمثل طموح وتطلع الجميع. إن العرض الذي قدم من السيد عميد المعهد قبل قليل هو عرض رائع ومبهج للنفس ومسعد للجميع، وأنا على يقين بأن كفاءة عميد المعهد، وهو يفتخر بوطنيته ويدعم بكل ما يستطيع برامج الوحدة الفرنسية والاندماج الفرنسي، ويعزز من لحمة العائلة الفرنسية. هذه الكفاءة قادرة بإذن الله على أن تكون على مستوى المسؤولية وطموح الجميع. أعبر عن شكري وتقديري لهذا الجهد الرائع باسم الشعوب الإسلامية التي تدعم بكل ما تستطيع جهود السلام والوئام الوطني والديني في كل مكان. كما أن مخرجات هذا المعهد ستكون في يقيننا إضاءة تستحق التقدير والتثمين والاحترام، وشكرا لكم. Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Monsieur le préfet de région, mesdames et messieurs les parlementaires, monsieur le ministre, maire de Lyon, cher Gérard, monsieur le président de la métropole de Lyon, cher David, monsieur le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, merci de votre présence. Merci aussi de vos mots appelant au respect de ce que nous sommes dans notre République, mais aussi dans notre foi, pour ceux qui ont fait ce choix-là. Monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Lyon, tout à l'heure, ce sont deux de vos petits-enfants qui ont porté le ciseau et qui nous a permis de couper ce ruban qui marque cette inauguration. Je crois qu'il n'y a pas de hasard, et peut-être que ce lieu qui nous accueille est aussi un membre de votre famille, est aussi ce petit enfant sur lequel vous avez veillé, que vous avez chéri et que nous célébrons aujourd'hui. Peut-être même d'ailleurs devrait-il être un peu plus âgé que ces petits-enfants, tant les années passées et votre mobilisation pour œuvrer, pour réaliser ce centre qui nous accueille ont été longues. Mais je crois qu'effectivement, cette dimension de famille célèbre cela. Mesdames et messieurs, les représentants des cultes, mesdames et messieurs, les élus, mesdames et messieurs, l'un des grands poisons de notre société, c'est l'ignorance. Avec l'ignorance, les personnes s'imaginent plutôt qu'elles ne se comprennent. Souvent, elles se craignent. La peur et la défiance trouvent toujours un terreau fertile, tant il est facile d'y semer la graine du doute, la graine de la défiance. Nous devons lutter contre l'ignorance. Nous devons permettre aux Français de mieux se connaître. Nous devons construire une République apaisée, dans laquelle les Français vivent ensemble et se respectent.
C'est un travail de longue haleine, mais une mission à laquelle je tiens et une mission à laquelle nous sommes tous ici convaincus l'Institut français de civilisation musulmane de Lyon va contribuer. Dans ces murs, vous avez pu les uns et les autres le dire avant moi, les conférences, les formations, les expositions vont se multiplier. Elles seront ouvertes à toutes et tous. Elles permettront d'aiguiser les curiosités, de faire connaître les cultures de l'islam, d'en faire connaître les origines, l'histoire et les traditions. Je pense que ce genre d'initiative est important, que ce genre d'initiative est essentiel en République. Je pense que c'est grâce à elle que nous pouvons combattre les préjugés et faire front. Regardez cette fresque, cet arbre de vie qui a veillé sur nous quand nous sommes rentrés dans ce centre. Mon arbre de vie à moi, il est un tout petit peu plus au sud de Lyon. Il est en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il est sur les berges de la Méditerranée. Mon arbre de vie à moi, il prend ses racines dans la Méditerranée. La Méditerranée, elle est faite de conquêtes, elle est faite de guerres, elle est faite de violences, mais elle est faite de cette culture de la Méditerranée, qui s'est toujours enrichie. Et mon arbre de vie, il a toujours poussé avec cette fertilisation croisée de diverses religions, de la religion musulmane, de la religion chrétienne. Mon arbre de vie, il a poussé, il a trouvé cette puissance qui fait que la Méditerranée est un commun qui nous rassemble sur toutes ces berges, dans la difficulté, dans la souffrance, dans la guerre quelquefois, mais aussi dans la culture commune, dans la culture partagée, dans ce que nous sommes. Je suis un enfant de cette Méditerranée. J'ai une partie de mon cœur qui trouve sa source en Algérie, à Mostaganem. Une autre qui va puiser dans les Baléares, en Espagne. Et je sais que à chacun de ces moments, de mon arbre à moi, de mon arbre généalogique, on a sûrement dans mon sang tiré quelques richesses. Celles de ces moments, celles de ces cultures, celles de ce respect de religions qui ont su toujours vivre ensemble. Elles se sont affrontées, mais elles se sont enrichies, parce qu'il y avait ce lien, ce moment de culture. À quelques mètres d'ici, il y a cette exposition sur la calligraphie, la belle écriture, la lettre, le mot, la phrase. Il donne cette richesse de la culture. Mais vous savez qu'au fond, la lettre, le mot, la phrase, ne vivent que de ce lien totalement invisible. Poser un B, un E, deux L et un E, il ne donne rien. Mais par contre, par ce lien invisible qui va les lier, c'est la belle écriture. C'est à cela que la calligraphie peut peut-être aussi nous inviter, à penser que sans ce lien invisible qui fait la phrase, qui fait la beauté du mot, qui fait au fond la culture, qui fait ces moments que vous avez tous eus dans votre enfance pour apprendre, dans votre vie d'aujourd'hui d'adulte, pour vous épanouir, pour découvrir, pour vivre une aventure à travers celle qui est écrite, qui vous a permis aussi de comprendre et de comprendre l'autre, c'est ce petit lien invisible qui est marqué là. Il fait partie de notre commun. En France, il y a un autre commun qui doit nous rassembler. C'est celui de la laïcité. La laïcité, ce n'est pas le combat contre les religions, c'est n'en privilégier aucune, mais les respecter chacune, dès lors qu'elles acceptent et qu'elles respectent les lois de la République. C'est laisser le choix à chacun de croire ou de ne pas croire, de pratiquer ou de ne pas pratiquer, tant que les principes et nos valeurs républicaines sont respectés. C'est ne jamais laisser penser que celles-ci, nos valeurs républicaines, devraient s'effacer devant une doctrine religieuse ou l'interprétation de celle-ci. Je sais que c'est cette vision d'un islam ouvert, d'un islam qui parle aux autres cultures et qui les respecte, d'un islam qui s'inscrit pleinement dans la République que vous portez ici à l'IFCM et que porte aussi la Ligue mondiale. L'IFCM était un défi. Je pense au défi de créer un espace de connaissance et de respect. Je pense aussi au défi architectural que chacun a pu saluer. Je pense au défi de la rigueur scientifique. Et ça n'est jamais simple aussi de répondre à ce défi. Je crois qu'ils ont été relevés pour une raison simple. C'est qu'ils font partie de votre ADN.
qu'ils font partie de l'ADN de cet institut. Et c'est pourquoi ce projet a été soutenu de longue date par l'État, par les collectivités territoriales dont je veux saluer l'implication. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur était présent en 2016 pour la pose de la première pierre de cet édifice. C'est pourquoi j'ai tenu à être présent avec vous aujourd'hui pour cette inauguration. Et je voulais profiter de cet instant pour partager une conviction. Le mot « foi », le mot « croire », le mot « islam », le mot « musulman » ne sont pas des gros mots en République. Nous allons continuer à nous battre partout contre la haine, contre les atteintes aux lieux de culte, églises, synagogues ou mosquées. Toute atteinte à un lieu de culte est inacceptable, est insupportable. Et nous œuvrons pour assurer la sécurité des lieux et des fêtes. Anti-musulmans, antisémites, anti-chrétiens, tout discours de haine est inadmissible, tout discours de haine est insupportable. On sait comment ils finissent, toujours. Et nous luttons pour les retirer et permettre au savoir de remplacer la défiance que j'évoquais au début de mon propos. Nous bâtissons aussi ensemble une relation de confiance entre l'islam et la République. Je l'ai déjà dit et je le répète devant vous, l'État n'a pas à structurer lui-même une religion, l'État n'a pas à dicter des règles d'organisation à un culte. Ce serait contraire à la laïcité, contraire à ce en quoi je crois. Mais c'est en revanche le rôle de l'État, pleinement, de s'assurer du respect des lois de la République, et notamment de la loi de 1905. C'est pleinement le rôle de l'État de veiller à la liberté religieuse et de refuser strictement l'émergence de prétendues communautés qui réclameraient des droits et des devoirs distincts. C'est aussi le rôle de l'État de refuser les influences, les ingérences étrangères. Il serait paradoxal que l'État qui nous protège se tienne à distance quand d'autres États étrangers se mêleraient de religion ici en France. C'est enfin le rôle de l'État que de s'opposer à ceux qui veulent construire les murs du communautarisme pour y interdire la République. Ceux-là me trouveront toujours devant eux. La République est une et indivisible. C'est une excellente chose. C'est une protection pour toutes et tous. C'est une conviction dont je sais que l'écrasante majorité des musulmans en France partagent. C'est pourquoi, depuis plusieurs mois, nous travaillons ensemble pour trouver le bon cadre pour que chaque culte puisse s'exprimer librement, pour que l'islam de France soit libre, autonome et pleinement inscrit dans la République. Nulle précipitation. Du dialogue, débuté sous l'autorité de Gérard Collomb, et de la confiance dans les acteurs eux-mêmes. Et s'ils ne sont pas assez ambitieux, alors, je le sais, d'autres agiront. Et nous agirons. Mesdames et messieurs, en tenant ces propos, je ne suis pas inquiet. J'ai confiance car je sais que les préoccupations de la République sont partagées par les acteurs du culte musulman. Qu'ils soient ici, à Lyon, qu'ils soient en France, ou qu'ils soient ceux représentés par la Ligue mondiale. Lors des assises de l'islam, ici en France, c'est bien ce message que nous avons entendu et Gérard Collomb le rappelait. Ici même, à Lyon d'ailleurs, avec force. C'est bien une aspiration pour un islam pleinement représentatif, pleinement implanté dans les territoires que nous avons entendu. Des structures existent, d'autres s'organisent aujourd'hui, qui répondent à ce besoin de proximité avec le terrain. Elles sont positives, elles permettront un dialogue avec l'État et avec les autres cultes. Et si je tiens ce discours à Lyon devant l'IFCM, c'est parce que je sais que, et ça a été rappelé, cette ville est un modèle du dialogue interreligieux. Ici, l'engagement est positif, la volonté est collective. Des initiatives se lancent, aboutissent. Je pense à cet Institut français de la civilisation musulmane, lieu de rencontre et d'échange entre les cultures. Mais je pourrais citer évidemment bien d'autres exemples comme, et ça a été rappelé, la charte d'accompagnement des institutions représentatives du culte musulman dans le Rhône, qui a été signée par le préfet de région, le président du CRCM et les recteurs des mosquées de Lyon et de Villeurbanne. Vous êtes à l'avant du dialogue, à l'avant de la construction de cet islam représentatif et qui adhère pleinement aux valeurs de la République. Mesdames et messieurs, ce qui nous rassemble cet après-midi, c'est ce lien invisible qui fait la beauté du mot. C'est ce lien invisible qui fait la beauté de ce que nous sommes. Ce lien invisible né de nos mélanges,
né de nos emprunts, né en réalité de ce que nous avons appris. La clé toujours, c'est la connaissance, c'est le savoir, c'est le respect. L'ennemi sera toujours la stigmatisation. L'ennemi sera toujours le mensonge. L'ennemi sera toujours aussi la folie. La folie d'hommes et de femmes qui, au nom de la religion, au nom d'une prétendue interprétation de la religion, peuvent commettre le pire. Et ce territoire de Lyon n'a pas été épargné non plus, comme la France, comme le monde n'est hélas pas épargné aujourd'hui. La réponse de paix, de partage, de connaissance, qui est proposée ici, est la seule réponse possible. Apprendre à connaître l'autre, c'est déjà avoir envie de le respecter. C'est déjà avoir envie de l'aimer, y compris dans sa différence. Accepter la différence, c'est ne pas nier ce que nous sommes parce que nous sommes nés de cette différence. Nos réflexions et nos échanges vont continuer maintenant, à Lyon, comme partout en France. Le dialogue doit être intense, avec tous ceux qui veulent avancer, avec tous ceux qui veulent agir et construire. Avec tous les autres, ils nous trouveront face à eux, non pas dans la brutalité, mais en opposant toujours la connaissance et le respect. Je vous remercie. Vive la République, vive la France. Mesdames et messieurs, vous êtes à présent invités à partager un verre de l'amitié. Vous aurez également la possibilité d'effectuer la visite de l'IFCM. Nous vous souhaitons une excellente fin de journée.